Alors, il est 16h01. Je vois pas le nombre de participants qu'il y a. Est-ce que tu vois, toi, 16. Alec? 16, donc moins 4. Ok, ben on va attendre encore 2-3 minutes. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous voulez vous introduire dans la barre de conversation sur le chat, vous nous dites d'où vous venez et quelques autres informations qui vous paraît important de partager. Merci. Ça monte doucement, mais 21. Bienvenue Didier. J'ai vu le petit message. Ah, super. On a la Belgique. Haha. U6. Et ce matin, bienvenue. Une Canadienne. Top. Alors, allons-y. Je pense qu'on peut commencer. Les gens vont continuer à arriver doucement, mais on va pouvoir au moins se présenter. Donc, moi, je m'appelle Nina Facio, contrairement à ce qui est écrit en bas de ma caméra. J'utilise le compte de ma collègue Julia Hodge, qui a une licence pour les webinaires. Donc, je m'appelle Nina Facio. Je suis la représentante en Europe pour le Solutions Journalism Network depuis bientôt 4 ans. Et je suis accompagnée aujourd'hui pour la première fois par Alec, qui est mon cher collègue francophone et qui est aujourd'hui dans le Vermont. Alec, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Alex Salens, belge d'origine. J'habite ici aux États-Unis, où est basé le Solutions Journalism Network, et je suis en charge d'un projet pilote qui s'appelle le Solutions Journalism Revenue Project. L'idée étant de former 12 rédactions à la pratique du journalisme de solution et ensuite de développer des stratégies pour essayer de générer des revenus sur base de ce journalisme de solution. Ça, c'est mon rôle au SJN et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Et on a également avec nous Sophie Roland, qui est une journaliste indépendante qui est passée par envoyé spécial Cache Investigation et qui travaille aujourd'hui à une série documentaire sur les solutions à la crise climatique et avec qui on a été en contact très souvent, intensément ces derniers mois, et qui a bien voulu se joindre à nous pour nous aider à faire remonter vos questions pendant le cours, et donc qui va surveiller un petit peu le chat et nous faire remonter les questions les plus importantes ou celles qui paraissent les plus essentielles. Bonjour à tous et n'hésitez pas à poser vos questions. Et merci d'être là, Sophie. Si je peux juste vous demander de n'utiliser que la fonction conversation et non pas question-réponse, comme ça Sophie elle aura un seul endroit où chercher pour des questions, et aussi bien sélectionner l'option converser ou envoyer à tous les conférenciers et tous les participants, comme ça tout le monde pourra voir vos questions, et n'hésitez pas pour ceux qui arrivent en ce moment à vous présenter si vous avez envie, à dire d'où vous venez. Et on a également donc Pierre de Mediacité qui interviendra en fin de session pour nous présenter la stratégie éditoriale de Mediacité sur les solutions. Bonjour à tout le monde et ravi d'être avec vous. Merci beaucoup. Donc, bienvenue tout le monde. Avant qu'on commence, je vais vous présenter quels sont pour nous les objectifs d'apprentissage entre guillemets pour aujourd'hui. Mais on va essayer de s'adapter en temps réel. On le fait toujours quand on donne une formation en live, en personne. Et donc, on va essayer aussi de le faire en ligne. Donc, si vous pouvez, dans la conversation, partager avec nous les points que vous aimeriez voir éclaircir ou les questions que vous avez, n'hésitez pas et on essaiera de s'adapter en fonction.
pour nous, les objectifs aujourd'hui, et je vais faire ça, les objectifs aujourd'hui sont de, en premier lieu, définir ce qu'est le journalisme de solution et ce qu'il n'est pas. Revenir un petit peu sur les 4 critères qui ont été définis par le Solutions Journalism Network pour assurer un certain équilibre journalistique dans la couverture des solutions. Étudier quelques exemples, en particulier sur la couverture médiatique du Covid-19 et discuter des différentes stratégies et vous donner quelques pistes pour appliquer ces principes à la couverture du Covid-19. Je vais laisser mon collègue Alex vous présenter notre définition du journalisme de solution. Le journalisme de solution, tel qu'il est défini par le Solutions Journalism Network, est une couverture rigoureuse et convaincante des réponses apportées aux problèmes de société. Donc, ce que cela signifie, c'est qu'au-delà juste de l'information positive ou du reportage sur des bonnes nouvelles, il s'agit de faire un reportage sur une étude approfondie des initiatives et des réponses apportées aux problèmes de société, et surtout d'essayer de voir de quelle manière ces réponses peuvent être répliquées, comment est-ce qu'elles peuvent être agrandies à une plus grande échelle et potentiellement amener à un changement systémique. Donc à nouveau, il ne s'agit pas seulement de faire de reportages de bonnes nouvelles ou la promotion d'une initiative qui n'a pas d'éléments convaincants ou de preuves de réussite, où il ne s'agit pas non plus d'attacher un élément solution à votre reportage sur des problèmes qui arrivent vraiment en fin d'un article, mais c'est de vraiment focaliser le reportage autour de la réponse elle-même. Et donc, on a 4 critères qui s'attachent à cette définition. Et ces critères, déjà, en fait, pour clarifier, il faut commencer par bien énoncer quel est le problème auquel on s'attache, le problème auquel on va jeter un regard dans l'article. Et puis ensuite, il faut qu'on amène vraiment une enquête sur la réponse à un problème et comment elle fonctionne. Donc, ce que l'on signifie par là, c'est qu'il faut une explication assez détaillée des procédés qui sont utilisés pour amener et pour mettre en place cette réponse. Et par la suite, il faut évidemment amener des preuves sur la manière dont cette réponse fonctionne et surtout se focaliser sur son efficacité. Et par là, on se focalise sur les résultats. Et il s'agit bien d'amener des résultats qui sont à la fois basés sur des données quantitatives et qualitatives. Donc, on peut amener les deux en regard ici. Il est important de noter, surtout dans cette période-ci, que le journalisme de solution peut s'intéresser à des initiatives qui sont nouvelles, à des réponses qui sont vraiment très, très fraîches. Mais il s'agit de faire en sorte de trouver des indicateurs de succès, quels qu'ils peuvent être. Et donc, il se peut que cela amène à jeter un regard sur une réponse qui est très, très similaire, qui a été mise en place ailleurs pour voir comment celle-ci a fonctionné et d'essayer d'amener des éléments de réponse qui peuvent démontrer que le sujet sur lequel on se focalise pourrait fonctionner de manière avec succès. Si les données n'indiquent qu'une solution est un échec, ça, ce n'est pas un problème. Ça peut aussi devenir le sujet d'un reportage. Et il est important d'expliquer pourquoi la solution n'a pas fonctionné. Et ça méritera toujours le sigle de journalisme de solution et ça s'appliquera toujours à ce genre d'article. Il faudrait aussi apporter dans le reportage des éclairages qui peuvent aider les autres à comprendre comment faire d'eux-mêmes quand il s'agit de la réponse qui est mise en place. Et donc ici, c'est quels sont les enseignements que l'on peut tirer du comment la réponse a été apportée, comment elle fonctionne, qui fasse qu'on puisse en apprendre sur comment répliquer et reproduire cette initiative ailleurs. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de l'étendre à d'autres situations, à d'autres contextes. Donc ici, il s'agit de trouver des éléments de théorisation en fait, de ce qui fonctionne pour amener des leçons. Et puis au-delà de ça, parce qu'on fait du journalisme, il ne s'agit pas justement de faire de la promotion d'une initiative sans pensée critique, mais il faut bien évidemment amener aussi une perspective qui met en lumière les limites ou les faiblesses de la réponse. Donc ici, il s'agit
de pointer du doigt les choses qui doivent être améliorées dans la manière dont la réponse a été mise en œuvre, histoire qu'elle puisse apporter de résultats un peu plus approfondis et plus de succès. Donc ça, c'est vraiment un élément très important du journalisme de solution qui le distingue d'autres approches qui ne sont pas aussi rigoureuses dans la pratique. Voilà. J'ajouterais peut-être que plus particulièrement sur la couverture médiatique du Covid-19, on va avoir des réponses qui sont tellement nouvelles qu'on a peu de preuves de résultats, ce qui nous pousse à être d'autant plus vigilants sur les limites potentielles ou les risques potentiels à cette réponse. Et on va en parler avec un exemple qu'on a choisi justement pour ces raisons-là, pour voir comment on peut s'en tirer quand il y a justement peu de preuves de résultats. Et avant de continuer plus particulièrement sur la couverture du Covid-19, je pense que je vais laisser Sophie nous faire remonter les différentes attentes qui ont été postées dans le chat par rapport à la session d'aujourd'hui. Pour l'instant, c'est assez calme. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Remontez vos questions, n'hésitez pas. Super. Bon, tu n'hésites pas à m'interrompre alors, Sophie, s'il y a quoi que ce soit. Allez-y. Donc ici, on va jeter un regard sur deux approches différentes à la réponse au Covid-19 qui se sont déroulées donc en Italie. Donc pendant tout un temps, l'Italie était vraiment dans le feu de l'action, était l'un des cas les plus touchés dans le monde quand ça en venait à la crise et faisait vraiment face à une situation très, très dramatique. Mais évidemment, l'Italie était, quoique c'est un pays unique, il y avait évidemment des différenciations dans la manière dont les différentes régions avaient été touchées et la manière dont les autorités ont traité la situation. Et donc ici, nous avons deux exemples. Un article qui est vraiment focalisé sur le problème. Et donc ça, c'est un article qui portait un regard sur ce qui se passait en Lombardie, qui avait évidemment été très, très touché. Et puis, à côté de ça, on a un article qui est un article de solution qui met vraiment en exergue la réponse qui a été amenée à la crise. Et ici, cet article jetait un regard sur ce qui s'était déroulé en Vénétie et la manière dont un petit village avait mis en place un dispositif afin de tester l'ensemble de sa population pour dépister qui était atteint du virus, qu'il soit asymptomatique ou pas, et histoire de vraiment gérer la manière dont la contagion se disséminait dans sa population. Donc ici, on a deux exemples, et ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau éditorial, la teneur solution, ou la teneur qui se focalise plutôt sur le problème, est vraiment énoncée dès le titre de l'article. Et ensuite, le reste de l'article va de manière plus approfondie dans le sujet. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que bien souvent, les articles de solutions commencent par cette question-là, c'est-à-dire comment. Comment est-ce qu'un lieu ou une initiative a pu mieux gérer une situation? Et c'est précisément la question à laquelle on va essayer de répondre pour ne pas laisser l'audience dans l'incompréhension ou avec la sensation qu'on essaye de lui vendre quelque chose. C'est justement d'expliquer exactement comment cette réponse ou cette solution fonctionne. Je vais basculer vers un article que nous avons annoté pour que ce soit plus concret pour vous. Qu'est-ce qu'on entend par ces 4 critères que Alec a énoncés et où est-ce qu'on les retrouve dans un article en particulier. Donc ça, c'est un article assez court sur une initiative qui a été prise dans la ville de Berne avec en fait un système de dépistage sous forme de drive. Et c'est un projet pilote, donc c'est quelque chose qui est énoncé dès le début. Là, je vais juste vous lire le paragraphe qui énonce à la fois le fait que c'est un projet pilote, mais aussi comment la réponse marche. Donc, se faire tester en 5 minutes, sans sortir de sa voiture et sans besoin de passer par un médecin, c'est possible depuis quelques jours à Berne. Un centre de dépistage drive-in a été ouvert le jeudi 2 avril sur le parking du centre des expositions. Et vous voyez, l'article date du 9 avril.
Je pense que l'auteur donne ici 2 informations clés, à la fois comment la réponse marche, se faire tester en 5 minutes sans sortir de sa voiture et sans besoin de passer par un médecin. Et le fait qu'il s'agit d'un projet pilote, il insiste, je crois, entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe, il l'énonce 3 fois. Et effectivement, pour des réponses rapides et nouvelles comme ça, c'est vrai que c'est important d'insister sur le fait que c'est un test. Ce qui est souvent largement le cas pour les réponses au Covid-19. Donc, insister sur le manque de recul face à l'impact que peut avoir la solution sur le long terme. Ensuite, nous avons cette information essentielle. Ce projet pilote pour la Confédération peut effectuer 500 tests par jour, une capacité qui pourrait être montée à 1000 en cas de besoin. Ici, c'est une preuve de résultat. On peut effectuer 500 tests par jour. Et c'est d'ailleurs l'une des seules preuves de résultat de l'article, qui montre bien que dans la couverture médiatique des solutions au Covid, on a souvent c'est ce que je disais tout à l'heure, des solutions qui sont très nouvelles et donc peu de preuves de résultats. Et vous allez voir comment l'auteur s'en sort pour contrebalancer ce manque de preuves. Donc là, ensuite, le paragraphe suivant explique la raison d'être de cette solution, c'est-à-dire qu'on voulait offrir une solution de dépistage simple, accessible rapidement pour les gens qui n'ont pas accès à un médecin de famille ou aux services médicaux habituels et qui ont besoin d'une solution rapide et aussi moins procédurière que ce qu'on peut trouver. La raison d'être d'une solution, c'est souvent important de l'identifier parce que c'est aussi un moyen de comprendre l'aspect du problème qu'elle essaie de résoudre en particulier. Et pour rejoindre ce que disait Alex tout à l'heure, définir l'aspect du problème auquel la solution que vous avez décidé d'investiguer est vraiment essentiel pour comprendre à quoi elle répond et éviter les écueils de la promotion parce que justement on comprend à quel problème ça tente de répondre. Ensuite, on a donc un autre paragraphe qui explique concrètement et vraiment très concrètement et très clairement comment ça marche, c'est-à-dire que les personnes désirant se faire tester s'inscrivent sur un site internet, répondent à un questionnaire en ligne. Là, on apprend que ce n'est pas une solution qui s'adapte à tout le monde, mais seulement aux personnes qui ont des symptômes, donc c'est filtré. Il y a du personnel bénévole et médical sur place, que la réponse au test arrive dans les 24 à 48 heures, ce qui est aussi une preuve d'efficacité parce qu'il y a d'autres centres de dépistage qui offrent des délais de réponse beaucoup plus longs, donc ça c'est une preuve d'efficacité. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si le résultat est positif? C'est un autre aspect vraiment important et qui rentre dans nos 4 critères, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on va essayer de répondre à la question comment est-ce que la réponse fonctionne, parce que laisser l'audience avec une impression de ne pas avoir bien compris comment la réponse fonctionne va le pousser à soit trouver que le choix du sujet n'est pas légitime, soit à se méfier, avoir la sensation qu'on essaye de lui vendre quelque chose. Ensuite, on a une information sur qu'est-ce qui a été mis en place pour éviter les problèmes d'insécurité numérique et garantir la sécurité des données récoltées. Ils ont décidé à Berne de s'appuyer sur un système déjà existant et utilisé par les pharmaciens. Et donc là, c'est une façon aussi de répondre à une limite potentielle que les détracteurs vont mettre en avant quand il s'agit de la sécurité des données personnelles. Voilà. Ensuite, nous avons 3 paragraphes qui expliquent que 3 autres cantons ont décidé de ne pas mettre en place ce système. Et le fait qu'un programme ne soit pas répliqué ailleurs est souvent un indicateur d'échec. Ici, il semble que les autres cantons ne voient pas l'intérêt d'un drive-in en plus des centres de dépistage qui existent déjà, parce que ça demande beaucoup de moyens. Ça tend à écarter les médecins du processus de dépistage. Et dans le cas de solutions pilotes comme ici, c'est vraiment primordial d'insister sur les limites ou les risques potentiels, c'est ce que je disais tout à l'heure,
en parlant justement aux personnes qui ne sont pas convaincues par la réponse, pour ne pas survendre une solution dont on ne connaît pas encore bien l'efficacité. Ensuite, nous avons dans le paragraphe suivant, au contraire, un canton qui a accepté, qui se montre intéressé, qui n'a pas encore accepté, et qui se montre intéressé par la solution de Berne, mais qui dit, en substance, nous pensons que c'est une expérience intéressante parce qu'elle va nous permettre de tirer les leçons d'un dépistage généralisé quand ce sera le moment de se lancer. Donc, qui n'est pas forcément une solution pertinente actuellement, mais qui peut par contre nous pousser à préparer l'après. Et ensuite, un dernier éclairage, un dernier enseignement qui est apporté par la personne qui a mis en place ce programme à Berne, c'est que même si ce projet est imparfait, encore une fois, il peut permettre aux collectivités de tester un processus qui sera nécessaire ultérieurement. Voilà, donc on a sciemment choisi un article assez court qui s'intéresse à un projet pilote parce qu'on s'est dit que c'était probablement ce à quoi vous allez devoir faire face dans la couverture des réponses au Covid-19. Donc, je vais peut-être, avant de passer à la suite, prendre le temps de répondre à quelques questions s'il y en a. Absolument, il y en a pas mal. Alors, la première, on attaque avec une question un peu tendue en ce moment sur les fake news. Est-ce que le journalisme de solution apporte des solutions aux fake news? Très bonne question, effectivement. Je pense que ça peut aider en partie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cas où on fait du journalisme de solution pour le journalisme. C'est-à-dire qu'on va explorer des solutions aux fake news et ça va documenter en fait ce problème. Après, comment le fait d'enquêter sur des solutions, est-ce que ça peut permettre de faire tomber certaines croyances? Je pense que oui, notamment dans des contextes lointains, c'est-à-dire quand on s'intéresse à d'autres pays, qu'on s'intéresse à ce qui se passe. Et le fait de documenter et d'explorer les réponses apportées par ce pays, parfois font tomber des croyances sur des politiques qui ont été mises en place, par exemple, ou des fausses informations qui circuleraient sur des réponses apportées peut-être au niveau gouvernemental. Je ne sais pas, Alex, si tu veux ajouter quelque chose, est-ce que tu as une autre vision? Non, je pense que c'est vraiment sur ce dernier point, là, ce qui marche vraiment avec le genre de solution, c'est porter un regard, c'est de pivoter son regard sur ce qui se passe ailleurs pour essayer de trouver des éléments de réponse par rapport à ce qui fonctionne concernant un problème. Et sachant qu'il y a souvent des éléments de résultats et d'efficacité qui ont été prouvés par ailleurs. Et donc, il s'agit vraiment de rapporter ceci pour étudier le problème auquel on peut faire face dans un pays en particulier et pour répondre aussi à une manière dont un certain problème a été interprété par un média ou l'autre. Et donc, du coup, je pense que ça peut vraiment permettre de contrer la mésinformation via ce processus-là. Ouais, je crois que c'est vraiment le point. Alors, est-ce que c'est vraiment des fake news ou plutôt l'idée globale qu'on a, par exemple, d'un pays? Moi, j'ai été journaliste en Russie pendant 5 ans et je crois que ça a été ma porte d'entrée au journalisme de solution, bizarrement. Parce qu'en fait, tout ce qu'on raconte sur la Russie est vrai, mais c'est aussi faux parce que c'est incomplet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus que ça. Alors, tout ce qu'on raconte sur les méfaits du gouvernement, la pauvreté, la misère, tout ça, c'est vrai, mais c'est à la fois tellement incomplet que ça manque de justesse. Donc, je crois que le journalisme de solution peut apporter plus de complexité dans ce sens-là. Très bien. Il y a une question aussi sur la chronologie. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une chronologie dans le journalisme de solution? Parce que finalement, on a le problème et là, on le voit dans cette crise, les solutions n'arrivent peut-être qu'après ou pas. Ou est-ce qu'on peut déjà, justement, mettre le point sur des solutions dès maintenant? Comment on fait quand une crise arrive comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une chronologie, que les solutions ne s'inventent pas tout de suite, finalement? Alors, je crois que ça dépend des expériences passées. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a affaire à une pandémie.
c'est pas la première fois. Donc, on peut très bien avoir des enquêtes de solutions sur des solutions passées pour d'autres pandémies, mais dont on peut tirer les enseignements. Donc, je sais que nous, on travaille à mettre en place des formations avec des journalistes en Afrique, parce qu'en Afrique, ils sont plus habitués que nous à la gestion des épidémies, à l'organisation et à l'information qui doit circuler autour. Et donc, on a des enseignements à tirer d'Ebola. On a vu des contenus solutions sur qu'est-ce qui a été fait pendant l'épidémie de grippe espagnole. Et alors, en remettant en contexte, évidemment, c'est notre travail, mais il y a quand même des enseignements à tirer du passé, même si les particularités de ce qui se passe sont différentes. Très bien. Il y a une question qui se pose sur la hiérarchie de l'info. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on pourrait, si on met en valeur plus de journalistes de solutions dans les JT ou dans les articles, est-ce que du coup, les solutions qui apparaissent plus en fin de JT, en remplaçant les sujets culture, est-ce que si on faisait que ça changerait la hiérarchie fondamentale d'un journal? Et question subsidiaire, comment convaincre son rédacteur en chef de mettre plus de journalistes de solutions dans son journal? Alors, il y a plusieurs questions en une question, mais pour ce qui est de la hiérarchie de l'info, plutôt, je pense qu'il y a un aspect de la question qui demande, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes Sophie si c'est pas ça, mais est-ce qu'on peut faire du genre de solutions sur tous les sujets? Ma réponse est oui, je pense qu'on peut faire du journalisme de solutions sur tous les sujets, mais que c'est pas toujours le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour informer sur le problème, il y a un moment pour informer sur les solutions à ce problème. Donc, c'est plutôt une question de pertinence et de bon moment. Après, hiérarchie de l'information, par exemple, pour les JT, je dirais que le journaliste de solution n'est pas là pour remplacer l'information, mais pour la compléter. Donc, on peut très bien avoir sur un sujet, évoquer le problème et en même temps évoquer la solution. Puisque je pense aussi vraiment profondément que parler des solutions aide parfois à documenter le problème et à mieux informer les gens sur le problème. Alec, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est bien répondu. Ok, merci. C'est bon pour maintenant? Oui, il y en a d'autres, mais on va peut-être… Ok. Juste peut-être pour répondre à la question de comment est-ce qu'on fait en sorte de changement, de changement de culture au niveau de l'approche du journalisme au sein des rédactions. On aura une conversation très intéressante avec Thierry Lebovici de Médiacité à la fin de notre présentation. Et du coup, on va vraiment amener des questions autour de ça. Comment convaincre l'ensemble de la rédaction de se focaliser là-dessus? Ou comment est-ce qu'on peut lui donner une place plus proéminente au journalisme de solution? Merci. Hop, je m'enlève. Donc, alors, il y a beaucoup de contenus assimilés aux journalistes de solution qui ont toute leur place dans les médias, mais dont on pense qu'ils ne devraient pas être affiliés aux journalistes de solution parce que ça dessert la pratique sur le long terme. Comme on disait avec Alec, pour nous, le journaliste de solution, c'est une couverture rigoureuse des réponses apportées aux problèmes de société. Donc, comment éviter le culte du héros? Donc là, on a deux exemples. C'est donc l'histoire d'une jeune ingénieure qui reconstruit Gaza avec des parfums écologiques. C'est toujours plus compliqué qu'une personne qui va tout quitter pour sauver le monde ou qui est particulièrement formidable. Il y a toujours une armée d'anonymes qui l'ont aidé. Il y a toujours des circonstances qui ont permis que ça marche. Voilà, il n'y a pas de héros, mais il y a des porteurs d'initiatives et on peut tout à fait personnaliser une histoire, raconter un vécu, mettre en lumière des personnages sans sombrer dans ce qu'on appelle le culte du héros qui simplifie un peu à outrance les réponses qui sont mises en lumière dans ces contenus-là. Pas de remède miracle. Alors, j'ai pris l'exemple du Fairphone. J'en ai un moi-même. On a eu beaucoup de contenu sur le Fairphone, en gros le téléphone qui va sauver la planète.
évidemment non. Il y a une très bonne analyse du monde diplomatique sur les choses que cette entreprise a réussi à accomplir et les choses qui restent à accomplir et montrer que c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'un simple remède miracle. Il n'y a pas une théorie, même si là, effectivement, sur la couverture du Covid-19, comme on disait, vous allez avoir des réponses qui sont très nouvelles et dont on aura peu de preuves de résultats pour l'instant. Il ne s'agit pas de débattre, ce n'est pas un texte d'opinion, il ne s'agit pas de débattre une initiative qui n'a même pas encore été mise en place. On s'intéresse vraiment à quelque chose qui est déjà dans le processus, dont on peut déjà tirer des enseignements. La parole est à toi, Alec. Ici, nous avons des exemples de certains articles qui sont très bons, qui pointent vers des solutions, mais qui ne sont pas du journalisme de solutions en tant que tel. Et donc, juste pour expliquer les exemples, ici, on a un de RFI qui parle de Portugal ayant régularisé les immigrés pour les protéger du coronavirus. Donc ici, c'est une nouvelle politique gouvernementale qui est en réponse à la crise. C'est une initiative assez remarquable, mais c'est une initiative qui est tellement nouvelle qu'il y a très peu d'éléments qui nous permettent d'analyser s'il y a eu des éléments de succès en réponse à cette nouvelle politique. Et l'article en lui-même ne passe pas beaucoup de temps sur l'étude justement du comment cette nouvelle politique est mise en place. Il n'y a pas énormément de limites qui sont mises en avant et encore moins des éclairages et des leçons à retirer de cette innovation. Et donc ici, c'est vraiment une solution qui est mise en avant, mais elle n'a pas été étudiée selon les critères du journalisme de solution. Pour les deux articles suivants ici, l'un du Devoir, l'autre du Parisien, il s'agit d'initiatives d'essais cliniques qui sont mis en avant autour de différents produits médicaux. Donc l'un est l'utilisation de l'hémoglobine qui provient d'un ver marin. Et l'autre, c'est la réutilisation d'un vaccin contre la tuberculose pour essayer de traiter le coronavirus et notamment d'élever l'immunité des gens qui sont atteints du coronavirus. Ici, ce sont à nouveau des initiatives très intéressantes qui peuvent, dans le futur, amener des solutions avec lesquelles on pourra jeter un regard de journalisme, qui s'attache au journalisme de solutions. Pour le moment, ces articles, parce que les initiatives sont tellement nouvelles, n'ont pas encore pris le temps d'incorporer les 4 critères pour évaluer ces initiatives de manière plus rigoureuse pour vraiment entrer dans le carcan de ce qu'est le journalisme de solution. Donc ici, ce que je dirais, c'est que ce sont des articles très bons qui ont le potentiel de devenir du journalisme de solution, mais il faudra encore un peu plus de temps pour faire en sorte que ces réponses soient essayées et pour ensuite y revenir et les couvrir avec un angle solution. Alors justement, sur ça, justement, est-ce que quand on est encore à des hypothèses de solutions, est-ce qu'on les présente quand même? Est-ce que ça vaut quand même le coup de faire un article ou pas? Alors, c'est justement ce que j'allais évoquer. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais encore une fois, on ne dit pas que ces sujets n'ont pas leur place dans les médias. C'est important d'informer les gens sur le fait qu'il y a des vaccins qui sont testés, qu'il y a des essais cliniques qui sont en cours, que le Portugal régularise ses immigrés. Simplement, je crois qu'il faut différencier les contenus. C'est comme différencier les dépêches et les enquêtes, quoi. C'est-à-dire que là, on a des contenus qui s'apparentent un peu à des dépêches. C'est des nouvelles rapides qu'on fait circuler, c'est important. Mais c'est pas ce qu'on entend par journalisme de solution, aussi parce qu'on veut le différencier de ce qui s'apparente à des bonnes nouvelles ou juste à de l'information qui porte l'espoir. Et je crois, hier, notre community manager a essayé, via un fil de discussion Twitter, de démêler qu'est-ce qu'on entend par journaliste de solution et qu'est-ce qu'on entend par bonne nouvelle, parce qu'il y a une demande de bonnes nouvelles en ce moment qui est très importante, qui est évidente et qu'on comprend.
Et en fait, il disait, c'est comme, donc si vous, imaginons que vous êtes un médecin qui a annoncé à une personne qu'elle est malade, et imaginons que le journaliste, c'est le médecin et la personne malade, c'est notre audience. Ce qu'on fait actuellement, si on ne fait pas du journalisme de solution, c'est dire à la personne, vous êtes malade, et ça s'arrête là. Le journaliste de solution propose de dire, vous êtes malade, il y a ce problème, et voici les options de traitement possibles pour vous guérir. Et les bonnes nouvelles, ce serait le médecin qui dit, prenez du Doliprane. Et je crois que c'est vraiment ça. Alors, il y a peut-être un peu de place pour tout, mais si vraiment on veut que les choses avancent et que l'information qu'on donne aux gens soit la plus complète et la plus complexe possible, je crois qu'il faut aussi proposer aux malades des différentes options de traitement possibles. Voilà. Et je pense qu'on a un petit temps là pour prendre 5 minutes, quelques questions. Ben justement, alors comment on peut envisager du journalisme de solution dans le cadre de l'information continue, voilà, sur des chaînes d'information continue toute la journée, comment on fait? Alors, ça va être sur des temps très courts, du coup. C'est vrai qu'on a une personne au sein du SJN qui travaille beaucoup avec les chaînes télé pour voir comment adapter, parce que ça demande, c'est des contraintes à la télé et qui sont totalement différentes. Donc, comment adapter sur un format de 2 minutes en télé les contenus solutions. Je pense que ça peut avoir une partie à la fois frustrante et en même temps très importante. C'est-à-dire justement sur l'information continue, est-ce qu'on abreuve les gens de problèmes H24 au risque qu'ils arrêtent de s'informer, ou est-ce qu'on essaye dans ce récit sur 24 heures d'intégrer des éléments de réponse qui sont aussi des informations essentielles et qui de toute façon font partie du paysage informatif possible. Donc, sur 2 minutes, on peut avoir un découpage avec les 4 critères du Solution Journalism Network. Et si vous voulez, je pourrais vous les envoyer dans un mail après la session. Je pense que c'est frustrant dans le sens où on ne pourra pas mener une enquête approfondie, mais par contre, c'est possible d'évoquer des réponses aux problèmes sur du format ultra rapide comme ça. Très bien. Alors, il y a une question aussi sur comment on détecte les fausses bonnes solutions. Très bonne question. Je pense qu'il faut s'armer de plusieurs choses. La première, c'est les données, avoir le plus de données sur les preuves de résultats possibles. Et aussi, souvent, ce que je recommande aux journalistes qui s'intéressent à une solution, c'est avant même de commencer leur enquête, un petit coup de fil à un expert dans le domaine qui va vous dire si vous êtes sur une mauvaise piste ou pas. S'il y a des réponses bien meilleures qui ont été testées entre-temps, si votre solution, elle était bonne il y a 15 jours et puis maintenant, elle n'est plus parce que tout va tellement vite sur le Covid-19. Donc, avoir quelqu'un de neutre qui a une expertise et qui va pouvoir valider ou invalider l'intuition que vous avez que vous tenez une bonne histoire. Très bien. Il y a une question encore télé, pour le coup, encore. Comment on fait du journalisme de solution en télé alors que les images elles-mêmes, elles sont anxiogènes avec les conditions de tournage où on intègre la distanciation sociale, le masque, les interviews par Skype, tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu flippant. Donc, comment on fait pour faire du journalisme de solution dans ces conditions? C'est une réflexion qu'on a depuis, je dirais, plusieurs mois ou même plusieurs années au SJN. On est en train j'ai un collègue particulièrement qui travaille sur la publication d'un guide visuel, comment faire du journalisme de solution en s'armant des meilleurs outils possibles pour le rendre visuel. On a aussi un partenariat avec le World Press Photo qui nous a aidés dans cette réflexion et c'est vrai que c'est encore des choses qu'on teste
Donc, je ne dirais pas qu'on a une réponse complète à apporter, mais c'est une réflexion qu'on a amorcée. Je crois le plus possible montrer les gens en train de faire plutôt que ceux qui souffrent, je crois. Ce serait intuitivement mon premier élément de réponse. On va garder quelques questions pour la fin et avancer. Merci. Je t'en prie. Alors, quelques exemples de journalistes de solutions. Alors, je vais encore me bouger. Il y a eu un numéro spécial de l'Obs qui a été publié, je crois, la semaine dernière, sur ceux qui marchent ailleurs. Alors, les articles sont disponibles en ligne et seulement sur abonnement. Et voilà, l'Obs s'est posé la question, qui fait mieux pour contenir le virus et comment ils font. Donc, ils ont été voir ce qui se fait au Danemark, en Allemagne, au Vietnam, etc. Je pourrais vous envoyer le lien vers les articles si vous voulez. Voici un article qui a été publié par Radio-Canada sur son site web et il se porte vraiment sur la question du qui a fait mieux au niveau international dans sa réponse au coronavirus. Et il s'attaque au cas de l'Islande qui a poursuivi un chemin assez unique. Et l'idée était vraiment de tester une grande partie de la population. Et l'objectif était de connaître la prévalence du virus au sein de cette population. Donc, l'article reflète très bien le comment. Donc, il s'agit de ne pas amener de conditions pour qui pouvait avoir accès aux tests de dépistage, qu'il y ait des symptômes ou que les personnes soient asymptomatiques ou n'aient même pas entré en contact avec quelqu'un de positif. L'article explique qu'il y a eu un appel aux volontaires pour se soumettre aux tests de manière très vaste. Il y a aussi une collaboration avec une firme de recherche génétique. Donc ici, on a vraiment une description du comment. Il y a des preuves aussi qui sont mises en avant. Donc 10% de la population a été testée. 50% des personnes testées positives ont été révélées étant asymptomatiques. Il y a aussi des preuves qualitatives, avec notamment un épidémiologiste qui dit que la réponse gouvernementale a permis de mieux planifier le fardeau qu'a amené cette crise. De mieux planifier la réponse. On nous a présenté aussi avec un éclairage, une leçon. Celle-ci est que l'Islande a vraiment pris la question de la contagion très au sérieux, très tôt, dès qu'un de membres de sa population est revenu d'un voyage touristique en Italie ayant des symptômes. Le gouvernement s'est mis en action à ce moment-là, avec cette politique précisément. Et il y a aussi une présentation de quelles sont les limites. Donc, l'Islande est un pays qui a une population très petite, 1/3 de million d'habitants. La plupart, 70%, sont autour de la capitale. Et donc, il y a un élément de proximité qui fait que cette politique de dépistage a eu un certain succès au sein de l'Islande, mais que ces conditions étaient assez uniques. Et donc, de répliquer ce genre d'approche serait beaucoup plus difficile ailleurs, et notamment au Canada. Donc voilà, cet article fait un très bon boulot de vraiment présenter ces différents éléments. Alors ici, nous avons un article qui s'intéresse à... On a beaucoup entendu parler du Pays-Bas et de leur pari. Bon, c'est un article qui date du 8 avril, mais de leur pari de ne pas confiner totalement, ce que Reporter appelle le confinement intelligent. Et c'est un article qui est assez équilibré, qui explique justement comment ça marche, comment ça a pu être possible, notamment pour des raisons culturelles, des raisons de responsabilité individuelle qui sont vraiment ancrées dans la population, quelles sont les limites et quels sont jusqu'à présent les résultats. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des pays qui avaient fait le pari de l'immunité collective sans vraiment comprendre quel était l'impact et ce qui se passait concrètement sur place. Donc ici, c'est un article qui se porte sur une initiative qu'on pourrait qualifier de plutôt technologique. Donc il y a une application qui a été développée afin de pouvoir faire un suivi quotidien et automatisé des malades. Et l'idée était vraiment de désengorger les hôpitaux et les urgences afin de pouvoir se focaliser sur les populations qui étaient infectées. Et donc, cet article explique la manière dont cette application fonctionne.
Donc, l'idée, c'est de faire remplir un questionnaire par les gens qui ont été testés positifs ou qui sont suspectés d'avoir attrapé le virus. Et eux amènent des informations assez basiques, notamment température, fréquence cardiaque et respiratoire. Et toutes ces données sont analysées par un collectif de volontaires issus du milieu médical afin d'établir s'il y a un changement des conditions des malades qui amènerait à devoir changer la forme de traitement qu'ils reçoivent et notamment de les amener à aller dans les hôpitaux. Donc, il y a des preuves ici qui sont mises en avant, notamment le nombre d'inscrits dans cette application, le nombre d'intervenants qui sont en charge de gérer le système et la manière dont l'application prélève cette information et la traite. On nous dit aussi au niveau des éclairages que ça permet de surveiller les patients pendant qu'ils restent chez eux, qui est une manière très importante de gérer la crise, à nouveau sans reporter justement aux hôpitaux qui sont assez chargés dans leurs activités. Mais on nous présente aussi une certaine limite qui est dans les cas d'aggravation de cas de santé assez rapides. Il y a des limites quant à la possibilité de vraiment amener ces personnes à avoir les soins dont ils ont besoin. Donc, à nouveau, c'est un article qui reflète bien les différents critères de solution. Et ici, cet article de Médiacité, publié par la rédaction de Nantes, montre la manière dont les Restos du Cœur en Loire-Atlantique se sont organisés pour répondre aux besoins alimentaires des populations les plus vulnérables et la manière dont le siège social des Restos du Cœur a été transformé en fait en un lieu de distribution, là où auparavant c'était plutôt un entrepôt et servait pour les bureaux administratifs. Ça a été transformé en un lieu qui a un dispositif qui permettait aux gens de venir s'approvisionner tout en gardant leur sécurité sanitaire au travers de mesures qui ont été mises en place de manière assez rapide. Donc ici, les limites sont aussi bien mises en avant, le fait que ce lieu est assez décentré, qu'il y a souvent des heures d'attente pour pouvoir s'approvisionner, que le transport en commun ne desserve pas le lieu où on peut avoir accès à ces différents paquets alimentaires. Voilà, l'article reflète de manière assez étendue les différentes approches, les différents critères du journalisme de solution. Alors, le journalisme de solution, est-ce que c'est juste du bon journalisme? Ça, c'est notre position ici au Solutions Journalism Network. Donc, avec ces 4 critères, on pense qu'on crée vraiment un journalisme qui est ancré dans les faits, qui est ancré dans une pensée critique, mais qui est aussi ancré dans une volonté de refléter ce qui est bien fait dans le monde pour répondre aux problèmes sociétaux. Donc, pour nous, ça permet de fournir une information qui est plus juste, plus percutante et beaucoup plus complète. Au lieu de juste se focaliser sur le problème, on amène vraiment des éléments de réponse à ce qui peut être fait pour changer de manière systématique les différents mots de société. Ça accroît la pression sur les décideurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en faisant un type de journalisme qui reflète les initiatives positives, qui ont du succès, on permet de démontrer aux gens qui ont du pouvoir que les situations où il y a des problèmes ne sont plus acceptables. Il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de changer les choses et il y a moyen de se rendre compte de cette possibilité de changement en faisant une étude approfondie des solutions qui sont apportées. Et par ailleurs, ça aussi permet d'enquêter sur des problèmes auxquels tout un chacun, les individus font face dans leur vie de tous les jours. Donc c'est une manière vraiment de se porter sur des problèmes sociétaux qui impactent des populations, quelles qu'elles soient, et de pouvoir envisager des réponses bien plus efficaces aux problèmes auxquels ils font face. Je crois que ça, c'est un point important, c'est qu'il ne s'agit pas de taire les problèmes, mais en fait, en parlant des réponses possibles et des modèles de réponses possibles, au contraire, mieux documenter le problème et mieux armer les citoyens et les décideurs pour prendre les décisions qui leur conviennent.
Donc ici, ce qu'on a au Solutions Journalism Network, c'est une base de données qui a plus de 8000 articles et autres types de contenus de différents médias qui viennent de 172 pays. Et donc c'est une base de données où vous trouverez des contenus sur des solutions qui proviennent de par le monde, qui touchent à presque tous les sujets. C'est une base de données dans laquelle vous pouvez faire vos propres recherches de manière assez détaillée. Donc, s'il y a des sujets particuliers qui vous intéressent, vous pourriez trouver ce qui vous intéresse. Et donc, notamment, ici, on a créé un répertoire des articles qui étaient focalisés sur le COVID-19. Et donc, comme vous pouvez voir, à ce jour, il y en a plus de 378 et elles sont aussi classifiées, vous pouvez voir sur la colonne de gauche, selon le fait que ces articles se focalisent sur des solutions pour pour contenir le virus ou alors pour apporter des moyens de gérer la crise telle qu'elle est, gérer la pandémie. Donc, il y a différentes sections et catégories de solutions à cette crise qui sont répertoriées dans cette base de données. Pour ceux qui chercheraient des idées de format ou des idées de sujets, c'est aussi un bon endroit pour flâner un peu et essayer de piquer des idées à droite à gauche. C'est en accès libre. Et enfin, nous sommes aussi focalisés sur la création de collections d'articles en français, histoire de faire en sorte qu'on puisse avoir une couverture multilingue de la crise, avec des exemples qui provenaient des différents pays, histoire de pouvoir inspirer les journalistes justement sur la manière dont différents médias se sont attelés à la question et ont porté un regard solution sur la couverture de la crise. Donc, vous pouvez encore une fois accéder à ces collections en accès libre sur le site internet du SJN. On vous enverra un lien vers les deux collections qu'on a créées pour le moment. C'est des collections qu'on a organisées en fonction de la taxonomie de notre base de données. Donc, soit les stratégies pour contenir les virus, soit comment gérer la pandémie, comment les organisations, les gouvernements, etc. s'organisent pour gérer la pandémie. Ensuite, il y a une troisième collection qui sera publiée sur comment prendre soin les uns des autres, comment recréer du lien social, etc. Et puis, il y a une quatrième qui arrivera sûrement un petit peu plus tard, comment se remettre de la crise du Covid. Ensuite, donc pour, je pense, finir cette session, quelques pistes pour amorcer votre couverture des solutions au Covid. La semaine dernière, on a eu un cours en ligne similaire où on a invité Marc Reiss-Oxley qui gère la rubrique solutions au Guardian et qui nous a très pertinemment rappelé qu'on ne peut pas omettre le problème quand on s'intéresse à des solutions, même quand on choisit des solutions. C'est-à-dire que lui, il reçoit des centaines de mails chaque semaine pour des gens qui essayent de promouvoir leurs solutions et montrer à quel point c'est génial et pourquoi ils devraient écrire un article dessus. Et en fait, lui, il remonte toujours, il décide de quelle solution il choisit pour ses enquêtes en fonction du problème. C'est-à-dire, à quelle partie du problème est-ce que votre solution répond. Donc, vraiment définir ça dès le départ permet de mieux ensuite construire son enquête sur une solution et surtout de valider ou invalider une solution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Se demander ce qui manque dans le débat public, c'est aussi un moyen, je pense, d'informer sur des choses qui sont incomprises. Moi, je sais que ce qui m'a aidé à comprendre le débat sur le dépistage ou pas le dépistage, alors on a le gouvernement français qui dit non, mais ça n'aurait pas de sens de faire du dépistage massif. Et puis à côté, on a l'Allemagne qui le fait et c'est difficile à comprendre. Donc, se demander quelle information est absente de ce débat pour mieux la comprendre ou mieux comprendre le débat. Et en fait, c'est vraiment en lisant des enquêtes sur la solution mise en place en Allemagne
que j'ai pu me construire ma propre opinion sur le sujet. Donc, c'est vraiment se demander qu'est-ce qui manque comme information sur un sujet donné et qu'est-ce que le fait d'enquêter sur des solutions peut apporter comme nouvelle information pour le comprendre. Et puis, commencer à chercher des candidats pour des histoires de solutions. Alors, les questions incontournables à la couverture des solutions en général, c'est qui fait mieux. Je crois que ça commence vraiment comme ça. C'est-à-dire vous pouvez vous le mettre sur un post-it sur votre bureau. Face à un même problème, qui fait mieux, quelle autre municipalité, quelle autre communauté, quelle autre association, quel autre groupe d'individus fait mieux pour répondre aux problèmes que ma communauté, auxquels ma communauté fait face aussi. Comment la réponse fonctionne-t-elle? Prenez le temps des interviews, c'est ce qu'on disait. Plus vous donnerez de détails sur la façon dont la réponse fonctionne, moins votre audience sera méfiante ou aura l'impression qu'on essaye de lui vendre quelque chose. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais lire un article de solution et à la fin se dire, alors, soit je suis complètement débile, soit c'est très mal expliqué comment cette réponse fonctionne, ça suscite la méfiance. Donc, pour recréer de la confiance, justement, juste expliquer très concrètement comment elle fonctionne, quels aspects du problème ne sont pas couverts par la réponse, est-ce répliqué ailleurs et avec quels résultats. Qu'en disent les experts, c'est ce que aussi je disais, ça va vous permettre de valider et invalider une solution. Qu'en disent les détracteurs pour apporter les limites ou les risques potentiels. Quels chiffres importent pour en mesurer les effets. Attention au même titre que pour les sujets traditionnels, attention au jeu des chiffres et à ce qu'on peut leur faire dire, y compris en termes de succès, alors que parfois c'est pas le cas. De quelle façon est-ce que cette réponse réussit et de quelle façon est-ce qu'elle échoue et comment on le sait, qui nous l'a dit. Quels sont les freins à ce qu'elle soit répliquée. Encore une fois, ça peut être un bon moyen d'expliquer les limites. Ensuite, je vous enverrai dans un mail d'ici la fin de la semaine. Nous, on a listé 24 questions qui peuvent vous aider à amorcer une enquête solution sur le Covid-19. Ce sont des questions qui vont vous aider en fonction de l'infime partie du problème auquel vous faisiez face, comment amorcer une enquête solution. Comment éviter les plaidoyers, et je crois que ça c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose qu'on fait en temps normal, donc il faut le faire aussi pour des solutions. Élargir le contexte. C'était très bien expliqué par Alex sur le cas de l'Islande. Ok, ça marche en Islande, mais on élargit le contexte et on se demande tout simplement pourquoi ça marche en Islande, quelles conditions font que ça marche et pourquoi ça marcherait peut-être pas ailleurs. C'est de l'honnêteté et ça permet de remettre un peu en perspective des choses qui paraîtraient un peu miraculeuses. N'en faites pas trop. Alors souvent, je recommande aux journalistes qui peuvent aussi être séduits par une solution. C'est OK, on est tous humains. Écrire leur article et puis à la fin, supprimer tous les superlatifs, les vocabulaires positifs, les adjectifs comme formidable, génial, inspirant, positif, miraculeux. Ça va vraiment donner plus de poids à votre enquête et en même temps, ça n'enlèvera rien à la force du récit. Avoir recours aux données, aux preuves de résultats, on l'a déjà dit, rapporter les limites, trouver un ou plusieurs points de vue contraires et rester prudent avec les histoires à succès. Et je crois que j'ai vu 3 mains levées ou quelque chose. On essaie d'attirer mon attention sur des questions. On va répondre à des questions juste après, mais c'est bon? Ok, je continue et on prend les questions ensuite. Donc, pour résumer, comment amorcer dans votre propre façon de travailler le journaliste de solution, ça arrivera si vous demandez qui fait mieux par rapport à ce problème et aussi se poser fréquemment la question, y a-t-il un angle de solution à cette histoire? C'est un réflexe qu'on n'a pas forcément, qui se construit et qui permet vraiment d'élargir son horizon. Voilà, nous arrivons aux questions. Et ensuite, nous allons laisser la parole à Pierre. Alors, on a une question pratique. Il y a un journaliste qui a créé un groupe sur Facebook, Stop Covid en Afrique, où il partage, il fait remonter des initiatives, des actions.
et par exemple, il reçoit des articles sur l'éventuel remède malgache. Il se dit comment traiter ce type d'information, sachant qu'il n'y a pas assez de preuves disponibles en ce moment sur ce remède. Sur les remèdes, tout ce qui est médical, nous, on est extrêmement prudents. Surtout sur des maladies qu'on ne connaît encore pas beaucoup. Donc, je dirais que pour faire du journalisme de solution sur des remèdes médicaux, il faut un temps long. C'est-à-dire qu'il faut vraiment du recul, il faut vraiment des données, il faut des preuves scientifiques, etc. Donc, sur le Covid-19, pour moi, c'est très difficile de faire du journalisme de solution sur des remèdes quelconques. Alex, tu voulais ajouter quelque chose? Juste que je pense que c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il y a un risque de mésinformation et de désinformation et qu'il faut vraiment se porter garant de ce qui a été prouvé comme étant un élément de succès. Et comme tu dis, Nina, il faut vraiment y aller avec des pincettes pour approcher les sujets médicaux. On l'a vu avec la chloroquine, hein, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Oui. Et je pense que c'est une question d'honnêteté et d'intelligence de dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas encore, on ne connaît pas encore bien la maladie, on ne connaît pas encore ce qui marche et on peut le documenter, mais de là à vraiment le mettre en valeur avec une enquête solution, ça me paraît très difficile. Alors, une question sur l'impact. Est-ce qu'on a justement un retour en termes d'audience? Est-ce que les lecteurs lisent davantage les papiers solutions? Est-ce que, par exemple, le dossier du Nouvel Obs, est-ce qu'il a marché ou pas? Alors, pour le Nouvel Obs, je ne sais pas. Nous, ce qu'on voit en temps normal, parce que là, tout est tellement rapide que, enfin, je ne sais pas toi, Alec, mais moi, je n'ai pas encore de données sur le retour d'audience sur des contenus solutions sur le Covid-19. Par contre, en temps normal, on voit, il y a deux tendances. Plus de temps passé sur les pages donc pour tout ce qui est format numérique et plus de partage sur les réseaux sociaux. Je crois que Nice Matin est dans ce cours et je pense qu'ils ont beaucoup de données à partager et peut-être qu'ils ont même déjà des données sur leur contenu solution au Covid-19. Donc, un petit appel du pied à Nice Matin de partager ça avec nous. Aussi, il y aura sans doute des flux. Oui. Après, je pense qu'il faut être vraiment honnête. Le contenu solution marche et ne marchera jamais aussi bien qu'une attaque terroriste. Enfin, c'est vraiment très cynique ce que je dis. Il y a une appétence pour les drames. Après, je pense que la réflexion, elle se situe plutôt au niveau de qu'est-ce que nous, en tant que journalistes, au niveau éditorial, qu'est-ce qu'on veut proposer. Donc, pour rassurer, on va dire, les rédactions, oui, on a des données chiffrées sur le fait que ça marche. Après, je pense que c'est vraiment une question de choix éditorial à faire en toute conscience. Pour ajouter à ce que tu dis, il y a une étude académique qui a été faite à l'Université de Texas, Austin, ici aux États-Unis, par le Center for Media Engagement. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand on donnait différents articles à différentes populations, un qui était journaliste de solution, l'autre qui ne l'était pas, ou alors qui avait seulement inclus que quelques critères qui composent le journalisme de solution, ce qu'on a trouvé, c'est que pour ceux qui avaient lu le journalisme des articles qui étaient vraiment complets, qui répondaient aux 4 critères, il y avait vraiment une meilleure compréhension du problème, il y avait une meilleure compréhension de ce que pouvait engendrer la réponse. Et il y avait aussi une volonté de s'activer de manière civique dans la réponse au problème. Donc ça, c'était l'un des impacts que le journalisme de solution peut avoir aussi. Et il y a une étude là-dessus qu'on pourrait aussi partager avec vous. Je vais prendre note de ça. Après, je vais vous envoyer plusieurs liens, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'études, notamment la BBC a vu que son audience jeune, à moins de 35 ans, était en recherche de contenu solution. Il y a vraiment des projets éditoriaux qui marchent très bien. Donc ça, on pourra vous le partager. Et alors, est-ce que le journaliste de solution, justement, il se donne une mission politique d'encourager au passage à l'action? Alors, je crois que
le but premier, alors ça c'est peut-être personnel, donc le but premier du journaliste de solution, c'est de mieux informer. Si par ailleurs, en impact collatéral, pas dommage collatéral, mais si l'impact est que des décisions politiques sont prises ou que des gens sont inspirés, c'est tant mieux. Mais l'idée est vraiment pas de faire un plaidoyer pour une solution plutôt qu'une autre ou de la promotion de solutions. Là, il s'agit vraiment tout bêtement de dire, en fait, dans le monde dans lequel on vit, il y a des problèmes et puis il y a des réponses apportées à ces problèmes. Et les documenter fait partie de notre mission d'informer les gens. Alors, comment les débusquent les bonnes solutions? Il y a plusieurs aspects et je pense que l'intervention de Pierre va peut-être nous aider là-dessus. Je sais que, alors, il y a une connaissance et une expertise dans des domaines. Je sais que, par exemple, au Guardian, leur rubrique solutions est composée d'une seule personne qui coordonne les journalistes. En fait, les journalistes enquêtent sur des solutions par rapport à leur sujet de prédilection. Il n'y a pas une équipe de journalistes dédiée aux solutions. Ce qui permet eux-mêmes, vu qu'ils sont dans leur domaine d'expertise, ils ont déjà des connaissances suffisantes pour s'orienter sur des solutions plutôt que d'autres. Comme je disais, faire appel aux publications d'experts, aux publications académiques, aux données des gouvernements, vraiment utiliser les bases de données différemment, c'est-à-dire plutôt voir où est-ce qu'il y a un signal vert qui nous dit que quelque chose se passe, plutôt que d'utiliser les bases de données pour documenter un problème. Donc, il y a plusieurs façons de s'orienter. Donc, déjà, on va dire faire appel aux experts, aux données, aux réseaux d'innovateurs, avec prudence, puisqu'ils ont forcément un peu des choses à promouvoir. Et ensuite aussi, regarder autour de nous, donc dans notre propre entourage, mais aussi consulter l'audience, parce que on dit souvent que, je crois que certains d'entre vous qui me connaissent m'ont déjà entendu dire ça, mais les problèmes hurlent et les solutions murmurent. On entend très facilement parler des problèmes en étant derrière son ordinateur. Les solutions, c'est plus difficile, elles sont souvent anonymes. Et l'audience peut nous aider dans ce sens-là et c'est une bonne opportunité de les engager dans le processus éditorial et de faire en sorte qu'ils nous aident à identifier ces solutions, surtout au niveau local. Mais ça, je le laisse pour Pierre. L'appel du pied de Nice Matin a été entendu puisqu'ils ont répondu que effectivement le journalisme de solutions permet de fidéliser les lecteurs, il est plébiscité par les abonnés et qu'il a même conduit à des abonnements supplémentaires. Voilà. Super, merci. Je ne sais pas si c'est Damien ou Sophie, mais merci beaucoup d'avoir répondu. Je vais accélérer pour vous dire juste ce qu'on va vous envoyer en fait. J'espère vous envoyer un email d'ici vendredi. Ne m'envoyez pas si ça traîne un peu. Donc, on a sur notre site internet un accès libre gratuit, un Learning Lab avec des cours en ligne disponibles en 11 langues, y compris en français. Et il y a aussi des guides thématiques, comment faire du journalisme de solution en collaboratif, comment enseigner le journalisme de solution, comment enquêter sur des solutions sur les questions de santé, qui est particulièrement pertinent en ce moment. Disponible en français, on a une newsletter mensuelle qui part à peu près en milieu de mois, où j'essaie de montrer les bonnes pratiques, de montrer ce qui se fait dans le journalisme de solution dans le monde francophone. On a un groupe Facebook en français avec 350 membres, je crois, où les gens peuvent poser des questions, promouvoir leur travail, chercher des idées. C'est vraiment... L'idée, c'est que ce soit vraiment participatif, donc que ça vous serve à accomplir vos enquêtes. Et ensuite, sur notre blog, une petite rubrique en français où je donne quelques conseils, comme on a fait aujourd'hui. Ça peut m'arriver d'interviewer des journalistes dans les rédactions pour demander comment ils ont fait pour mener des enquêtes et partager un peu leur savoir et leur expérience sur ces sujets-là.
me permet d'ajouter Voilà. qu'il y a aussi un groupe au niveau européen, un groupe Facebook Europe. C'est vrai. Voilà. Aussi, pour les anglophones. Ou voilà, nos amis européens. Voilà. Donc, on a un réseau que vous pouvez rejoindre. Vous aurez ensuite accès à tout ce que je viens de mentionner gratuitement et vous recevrez la newsletter. Et voici nos mails. Si jamais vous avez des questions pour Alec ou moi, on y répondra avec plaisir. Et on va laisser la parole à Pierre. Désolée Pierre, on a, je crois, exactement 9 minutes de retard. Aucun problème, j'irai au plus vite. Je vais arrêter de partager mon écran et comme ça, on te verra. Voilà. Bienvenue Pierre, j'allais donc commencer à t'introduire. Donc, tu es le responsable de la mobilisation des abonnés et des lecteurs pour Médiacité. Tu vas nous expliquer ce qu'est Médiacité et je voulais peut-être commencer cet échange par poser quelques questions avant de laisser la place à notre audience. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi Médiacité a adopté un modèle participatif qui, par ailleurs, vous permet de consulter vos abonnés sur les questions de priorité éditoriale et récemment, donc vous les faites intervenir dans vos prises de décision, mais quels ont été les résultats, notamment des questionnaires que vous leur avez envoyés récemment? Ok, alors donc un mot pour vous dire que Médiacité, c'est un site d'investigation locale qui est basé dans 4 villes, qui sont Lille, Lyon, Nantes et Toulouse. On a été lancé fin 2016 et donc nous, on enquête sur les pouvoirs locaux et pour faire référence à ce que disait Nina tout à l'heure, on est beaucoup plus habitué à mettre au cœur de nos articles des problèmes qu'une narration qui va tourner autour d'une solution. Donc voilà, et ça c'est en train de changer. Chez Médiacité, donc on essaie d'engager notre audience de plusieurs manières. Je ne parle pas d'engagement au sens des réseaux sociaux, mais plus d'essayer en fait de s'appuyer sur nos lecteurs pour à la fois trouver des idées de sujets, donc en leur laissant nous poser des questions, par exemple sur des rumeurs locales, sur des préoccupations, nous partager leur expertise, des témoignages, etc. Et ça, on le fait sur des projets bien délimités pour pas que ça parte dans tous les sens. Et donc, c'est ce qu'on va faire aussi pour une prochaine série d'enquête de solutions, dont je vais vous parler dans un instant. Juste avant ça, vous dire que chez Médiacité, même si le journalisme solution n'est pas dans l'ADN de l'organisation, assez vite, en fait, les cofondateurs ont été formés au journalisme de solution, par Nina Facio en l'occurrence. C'était fin 2018, donc tous les rédacteurs en chef ont été formés à ça. Ce qui répond aussi peut-être un petit peu à la question qu'il y avait tout à l'heure sur comment convaincre son red chef. Par ailleurs, depuis donc, fin 2018, on a publié sur Médiacité plusieurs enquêtes de solutions, plus ou moins longues, et qui sont des premières pistes, mais qui montrent que c'est possible à l'échelle locale de faire du journalisme de solution plus que jamais en ces temps de coronavirus. Du coup, pour répondre à la deuxième partie de ta question, Alec, rapidement, on est habitué donc, chez Médiacité à solliciter nos abonnés et à leur poser des questions sur globalement ce qu'ils pensent de nos articles et ce qu'ils voudraient lire chez nous. Et c'est ce qu'on a fait en l'occurrence à la fin du mois de mars, donc 2 semaines grosso modo après le début du confinement en France, en leur demandant est-ce que vous avez apprécié lire ce que vous avez lu sur notre site et qu'est-ce que vous voulez lire désormais. Et ce qui a été très frappant pour nous, et une vraie leçon d'humilité, c'est que autant de lecteurs nous ont dit on veut lire des enquêtes sur les conséquences locales de l'épidémie, que de lecteurs qui nous ont dit on veut lire des enquêtes sur des solutions locales face à l'épidémie qui pourraient donc être reproduites ailleurs. Et ça nous a frappé parce que ce n'est pas forcément l'image qu'on pouvait se faire de notre lectorat. C'est une preuve de plus que entre la représentation qu'on se fait de son public et puis ce qu'il veut vraiment, il y a toujours un gouffre. Donc voilà. Et je dirais que nous, ça a été facile aussi d'avoir pas mal de réponses de la part des lecteurs à ce sujet parce qu'on est habitué à les mobiliser et je pense que ce serait peut-être plus difficile pour un média qui
n'est pas habitué à envoyer des sondages à ses lecteurs, de se parachuter comme ça et puis de lui demander ses besoins, quoi. Ça s'inscrit aussi dans une démarche au long cours d'essayer d'engager son audience. Merci pour cette réponse élaborée, Pierre. Et donc, pour poursuivre dans la lancée, tu as déjà plus ou moins répondu à la manière dont la rédaction envisage de pivoter vers le journalisme de solution. Est-ce que tu pourrais nous passer un peu de temps et nous expliquer comment est-ce que vous allez organiser votre nouvelle focalisation sur la couverture des solutions au Covid-19? Oui, avec un truc que j'avais oublié mais qui est hyper important et qui explique aussi un petit peu notre démarche, c'est qu'on perçoit, mais je pense que dans toutes les rédactions, une fatigue vis-à-vis du coronavirus, vis-à-vis des sujets coronavirus. Pas que des sujets anxiogènes en fait, mais d'une manière générale, voilà, une partie de nos lecteurs nous ont dit on en a marre. Il y a 11% de nos abonnés qui nous ont dit globalement, j'aurais aimé que vous parliez d'autre chose de ces dernières semaines. Donc c'est quand même assez important. Du coup, se pose d'autant plus la question de trouver d'autres formats pour traiter de ce problème et des solutions qui lui sont proposées. Nous, on va produire 2 types en fait, de contenus éditoriaux solutions sur le coronavirus là, dans les tout prochains jours. Le premier format, c'est une série d'enquêtes de solutions qui sont qui tournent autour d'un même thème, qui est comment maintenir le lien avec les plus fragiles au temps du coronavirus. Donc ça, c'est des enquêtes de solutions qu'on va confier à des pigistes. Et d'ailleurs, j'ai vu des noms connus dans les participants à ce webinaire, donc je les salue. Et l'idée, ça va être, autant dans le milieu de la psychiatrie que de l'éducation, d'aller vraiment piocher une initiative particulièrement originale sur ce thème de maintenir le lien entre des publics vulnérables. Et puis le deuxième format éditorial qui lui est plus large, c'est en fait une plateforme qu'on va lancer qui va être dédiée à demander aux lecteurs de repérer pour nous des solutions sur le coronavirus dans nos villes. Et donc l'idée, ça va être de créer une base de données en fait d'initiatives pour nous, après, nous nourrir en tant que journalistes et pouvoir enquêter là-dessus. Donc, ça répond aussi à une partie de la question qu'il y avait tout à l'heure sur comment trouver des bonnes idées, des bonnes solutions. Alors, on est conscient qu'on ne va pas que avoir des bonnes solutions vis-à-vis qui vont nous être envoyées par le public, mais en revanche, on va pouvoir s'appuyer sur la connaissance de potentiellement plein d'experts, de gens qui vont nous dire « Ah dans ma famille, j'ai cette personne qui a testé ça, et puis ça mériterait d'être regardé de plus près, etc. » Donc la semaine prochaine, on va sortir cette nouvelle plateforme collaborative de recherche de solutions. Et ça va être un test pour nous, on ne sait pas à quel point ça va marcher. Jusqu'à présent, on se posait beaucoup la question de comment faire un pont en fait, entre le journalisme de solution et puis l'engagement du public, la mobilisation. Et puis comment du coup, ça peut renforcer aussi notre relation avec nos lecteurs et aussi avoir un impact en termes d'audience et surtout d'abonnement, ce qui est le plus important pour nous. Et ça, Alex, c'est ce que tu travailles, je crois, au Solutions Journalism Network, c'est le lien entre journalisme de solution et puis la rentabilité entre guillemets des médias locaux, quoi. Donc voilà, en tout cas, nous, ce qui est prévu du point de vue des enquêtes de solutions. Et un dernier mot pour dire qu'on est conscient qu'il y a un risque de partir dans tous les sens, que les lecteurs nous envoient des solutions sur un peu de tout, y compris sur des gens qui nous demanderaient pourquoi on ne ferait pas à Lille comme à Taïwan, par exemple. Et ça, on serait un peu embêté pour parler de ça parce que ce n'est pas dans notre identité et puis on n'a pas de journalistes qui bossent à Taïwan. Donc, il y a vraiment un enjeu pour bien cadrer les attentes qu'on a, nous, en tant que journalistes, pour repérer des initiatives. Et c'est pour ça qu'on a prédéfini 5 grandes thématiques sur lesquelles on va appeler aux solutions. Voilà. Et parmi elles, donc, il y a l'environnement, le lien social, le logement, et puis 2 autres là, qui m'échappent temporairement. Un grand merci pour ces explications, Pierre, et un grand merci à tous les participants qui sont toujours avec nous. Je vois que le nombre de participants a presque pas chuté depuis le début de cette conversation, de ce webinaire. Donc, un grand merci pour votre fidélité. Je sais que vous êtes tous bien occupés, donc on vous remercie d'être là. Si vous avez des questions pour Pierre,
allez-y, veuillez les poser. Je vais peut-être vous donner quelques 30 secondes avant d'en poser. Je ne sais pas, Sophie, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Pour l'instant, non. Pierre a été très limpide. Moi, je trouve Pour l'instant, aussi. pas de questions, mais allez-y. On remercie Pierre. Voilà, il y a des remerciements. Merci pour ton témoignage. Très intéressant ton retour. Donc voilà, ça va peut-être donner des idées. C'est top. C'est le but. Ah, il y a une question sur la pression sur les décideurs. Est-ce que finalement le résultat ne sera pas inverse? Les décideurs vont à chaque sollicitation mettre en avant les aspects positifs de leurs actions et donc les journalistes ne sont-ils pas piégés par cette posture promotionnelle qu'ils subissent déjà? C'est une très bonne question et pour avoir écrit récemment une petite enquête de solutions et avoir été en contact avec des politiques à ce sujet, j'avoue que je me la pose aussi personnellement. Je me suis intéressé à une initiative à Nantes de lutte contre les violences faites aux femmes. La ville de Nantes, hein, pour faire très simple, a mis en place une batterie de mesures qui sont beaucoup plus ambitieuses que dans plein d'autres villes. Mais c'est une initiative qui est très récente, qui date de l'automne 2019 et donc sur laquelle on a encore très peu de recul. Et c'est sûr que, contrairement à la plupart des articles qu'on peut écrire sur Médiacité, là j'ai reçu des SMS merci, bravo pour votre article, de la part des politiques que j'avais interviewés, qui sont forcément plus contents de pouvoir promouvoir entre guillemets leurs initiatives. Donc moi ce que je répondrais là-dessus, c'est notre boulot du coup, c'est de revenir sur place, sur le terrain, dans un an ou moins, ou un peu plus, quand on pourra vraiment évaluer les résultats de cette initiative, quitte à dire, pas on s'est trompé, mais en tout cas, à un instant T, on a identifié une initiative qui était porteuse d'espoir et de solutions et qui pouvait être répliquée dans d'autres villes. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que son impact n'a pas été positif pour telle ou telle raison, et voilà pourquoi. C'est ce que je serais tenté de dire. Très bien. Et depuis quand vous planchez sur les nouveaux formats que vous allez lancer, Pierre? Je dirais qu'il y a eu un déclic vraiment avec ce sondage qu'on a envoyé à nos abonnés fin mars sur qu'est-ce que vous voulez lire, en gros, et qui a fait naître en interne en fait une réflexion donc début avril sur qu'est-ce qu'on propose, etc. Et à la base, pour tout vous dire, on n'avait pas envisagé de centrer l'essentiel de notre appel à contribution sur les solutions face au coronavirus, mais comme beaucoup de médias, là, en fait, on essaie de travailler à l'après-confinement. Et donc, on s'est posé la question de quelle était la meilleure manière d'aborder ça avec notre positionnement éditorial. Et il se trouve que notre approche multiville, elle est très pratique pour ça, pour essayer d'étudier une solution et puis de voir comment elle pourrait se répliquer ailleurs. Et ça, c'est aussi un conseil que peut-être je pourrais donner, c'est que le journalisme de solution, il faut bien sûr le fondre dans son identité éditoriale, dans les formats qu'on produit habituellement, dans sa temporalité aussi. Donc, il y a plusieurs applications du journalisme de solution, et vous l'avez montré d'ailleurs, Nina et Alec, avec tous ces exemples tout à l'heure. Donc voilà. Mais, et pour le reste, c'est un projet de long terme et on verra bien si ça marche justement en termes d'audience ou autre. Et pour ça, je serais très preneur de ce que Sophie Casal se proposait chez nous ce matin, là, des retours sur l'audience et puis ce que les abonnés disent des histoires de solutions. Et vous allez en fait lancer ça, mais pas seulement que sur le corona. Il y a plusieurs thématiques en fait. Vous allez étendre ça à d'autres enjeux. En fait, on va lancer une plateforme qui va être centrée autour de nos villes après le coronavirus. Voilà, donc c'est vraiment centré sur comment dans nos villes on va vivre après le coronavirus. Mais pour certains thèmes présélectionnés, on va demander aux gens, est-ce qu'il y a en gros une initiative qui a émergé pendant ce confinement et que vous aimeriez garder, qui vous a particulièrement intéressé et qui vous semblerait importante de conserver? Et si oui, est-ce qu'il y a une réponse particulière au niveau local à un problème que vous avez identifié et qui mériterait une enquête de médiacité? Voilà. L'idée, c'est vraiment fonctionner en deux temps, mais essayer de pré-mâcher le travail pour justement pas avoir tout un tas de lecteurs qui vont pouvoir nous dire des choses assez générales finalement il faut relocaliser l'économie, l'urgence climatique, elle est toujours aussi présente, ce qui est intéressant, mais des choses dont on ne peut rien faire éditorialement concrètement.
Mais est-ce que vous allez étendre à d'autres thématiques que le corona, qui n'ont rien à voir avec le coronavirus? Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Je pourrais pas vous le dire parce que ça reste un test. Mais en tout cas, c'est la première fois pour nous qu'on construit un projet éditorial où la démarche solution sera systématique, voilà, de bout en bout. Et on Après, mettra tous les je me, résultats. Ouais. pardon, parce que je me permets de rappeler que vous avez déjà une rubrique solutions sur d'autres sujets Mhm. qui ne sont pas liés au coronavirus et qui existent déjà, alors qu'il n'y a pas, certes pas un projet éditorial complètement euh, dessiné autour, mais qui est là. Complètement, oui. Ouais, ouais. C'est ce que je disais. Là, en fait, enfin, chez Médiacité, c'est pas tout nouveau, hein. C'est pour ça que je ne parlerai pas de pivot. Et par ailleurs, ça ne va pas du tout remplacer toutes nos enquêtes, hein, habituelles. Ça va juste venir comme un complément ponctuel, là, pour le moment, sur vraiment cette question de l'après-coronavirus, quoi. Et vraiment, l'enjeu, si vous voulez, quand on parle de l'après-coronavirus, ce qui questionne beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de rédactions, c'est, pour nous, en tout cas, c'était de sortir des grandes théories, en fait, de tous les penseurs qui produisent des choses très intéressantes, hein, y compris au niveau local, sur notre vie après va ressembler à. Et nous, on se dit plutôt partir de réponses concrètes aux problèmes qui ont été soulevés pendant le confinement. Deux petites questions. Encore complémentaire, la plateforme, elle est lancée quand? Et est-ce que vous allez communiquer finalement sur ce qui marche pas, sur les retours que vous aurez des citoyens, sur les choix des thématiques? Alors, la plateforme, elle sera lancée la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine. Et par ailleurs, oui, oh que oui, on va communiquer sur ce que nous envoient nos lecteurs. En fait, c'est essentiel pour nous, dès lors qu'on leur demande de passer du temps à nous écrire, à contribuer à notre journalisme, de leur expliquer ce qu'on a retenu aussi, hein, de leur contribution, voire de les présenter en intégralité. Alors, des fois, ce n'est pas toujours possible de publier tous les messages pour des questions de confidentialité, hein, notamment. Mais par exemple, là, si ça vous intéresse un peu plus là, de voir comment on a sondé nos lecteurs sur ce qu'ils voulaient lire, j'ai créé un petit article qui détaille en fait les résultats du sondage et explique notre démarche, en fait, pourquoi on est allé vers nos lecteurs. Et bien sûr, cette transparence, on va la garder, elle est essentielle, surtout quand on change un peu de braquet quand même vis-à-vis de notre public et puis qu'on lui propose un traitement éditorial qu'il n'est pas habitué à voir tous les jours sur Médiacité. Très bien. On peut en prendre une petite dernière ou pas? Si les gens n'ont pas envie de raccrocher, on peut tout à fait prendre une dernière question. Alors, une dernière. Comment est-ce que vous encadrez les lecteurs? Est-ce que vous avez des recommandations? Comment vous les incitez à contribuer? Comment vous encadrez ce qui revient, ce qu'ils vous disent? Tout part souvent d'un email, en fait, parce qu'on se rend compte que c'est le canal qui est vraiment privilégié pour que les gens se mettent dans une posture de OK, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir, j'ai cliqué sur un bouton et là je suis disponible en fait pour contribuer. Donc, plus que sur les réseaux sociaux où je vais plus être amené à envoyer des propositions, des commentaires plutôt que des contributions, hein, qui seront plus facilement utilisables. Donc ça, c'est le canal, c'est comment on les touche. Et après, je dirais que faut répéter les choses, faut varier les formulations. Là, par exemple, en interne, on se fait tourner un document là, depuis pas loin d'une semaine sur comment expliquer aux lecteurs ce qu'on attend d'eux pour cette plateforme participative de solutions. Et donc, c'est hyper utile aussi, hein, de la partager au sein de la rédac. Et puis, dernière chose, on va envoyer en avant-première la plateforme à la Société des Amis de Médiacité. Donc, c'est des personnes qui ont investi dans notre média, mais qui sont un peu plus impliqués, si vous voulez, dans la vie du média, pour qu'ils nous fassent leur retour aussi, notamment sur les formulations des questions. Donc, pour s'assurer justement que, à la fois, la question elle est bien cadrée, mais qu'en même temps, elle est claire. Donc, voilà, on ne s'est pas mis dans un truc journalistique que nous seuls comprenons. Très bien. Merci beaucoup Sophie, Pierre, merci d'avoir partagé ton expérience et je promets de prendre le temps de vous envoyer tous les exemples qui ont été cités. Si ce matin veut m'envoyer ses retours d'audience, je veux bien attendre et les partager ensuite. Tous les articles que Pierre a mentionnés également, la présentation,
l'enregistrement si vraiment vous avez envie de vous le refaire ou de le partager. Voilà, je vous partagerai tout ça. Un petit questionnaire aussi pour nous aider à mieux faire les prochains cours. Et vraiment, merci beaucoup à Alec qui nous a rejoint des États-Unis, à Sophie qui a magnifiquement fait la médiation et à Pierre qui a bien voulu partager son expérience. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir à Bye tous. bye. Au revoir.